RDC, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Effervescence en RDC. La campagne pour la présidentielle a officiellement commencé ce jeudi. Effacé depuis quelque temps, Joseph Kabila a fait une apparition face à la presse. Colère en Tunisie, où une grève massivement suivie des agents de la fonction publique a eu lieu ce jeudi à l'appel de l'une des principales centrales syndicales du pays. Les Américains célèbrent aujourd'hui la fête des Thanksgiving. Nous irons à Detroit, dans le Michigan, voir comment elle se passe dans les familles pauvres. Bonsoir. Le président congolais Joseph Kabila a rencontré la presse nationale et internationale ce jeudi, jour officiel du lancement de la campagne pour les élections prévues le 23 décembre dans le pays, pour ce qui serait sa deuxième conférence de l'année. Dans le même temps, des réunions de campagne se multiplient dans le pays, où les leaders politiques, notamment de l'opposition, affûtent leurs armes pour réaliser l'alternance. Irénée Herman Umbo. La campagne présidentielle, à peine lancée, Kinshasa est en effervescence. Alors que les dissidents de l'opposition Lamouka sont encore à l'extérieur du pays, Martin Fayulu est rentré pour donner le temps. Nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique, c'est-à-dire élection avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé, pour que les Congolais, demain, quand ils auront posé l'acte, que le résultat soit en concordance avec l'acte qu'ils auraient posé. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué, l'organe en charge de la tenue du scrutin a demandé aux organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux de veiller à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. La CENI interdit également aux candidats de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, susceptibles d'inciter au mépris, à la haine, au racisme et au tribalisme. Sur le terrain, ces partisans de Martin Fayulu ne cessent de scander les mérites de leurs candidats. Le soldat courageux du peuple Martin Fayulu a reçu une fois une balle en caoutchouc dans sa tête. Il a passé 21 jours à l'hôpital par amour pour le peuple. Il se bat pour le respect de la Constitution sous tous ses aspects. Adolphe Mouzito est aussi optimiste quant à la victoire finale. Elle sera la nôtre, celle du peuple congolais contre un oppresseur, M. Kabila et son régime. 21 candidats sont en lice pour cette présidentielle congolaise. La campagne qui s'est ouverte ce jeudi 22 novembre à minuit prendra fin le vendredi 21 décembre 2018. Les électeurs se prononceront le 23 décembre. Allons justement à Kinshasa retrouver Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Bonsoir Anastasie, la campagne électorale est donc officiellement ouverte. Les candidats aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales ont 30 jours pour convaincre les Congolais. Quelle est l'ambiance à Kinshasa où vous vous trouvez? Bonsoir John. L'ambiance au Congo, eh bien, c'est selon la partie du Congo que l'on habite, selon le parti politique auquel on est affilié. Alors ici à Kinshasa, les militants se déploient et se font entendre, que ce soit pour Emmanuel Chadari, le candidat de la majorité, ils se sont fait largement entendre lors de la présentation de son programme. Et Emmanuel Chadari qui a bénéficié d'une manifestation de soutien majeur, orchestré par nul autre que le président Kabila lui-même, qui a rassemblé son état-major autour du candidat Chadari, où Irénée l'évoquait tout à l'heure, Martin Fayulu, qui n'était pas en reste, des milliers étaient massés sur la route de l'aéroport et à son QG pour accueillir le candidat de la coalition d'opposition, Lamouka. Mais les militants de Félix-Antoine Tshisekedi, candidat de l'UDPS, ont promis quant à eux un déploiement en force ce samedi. Alors, est-ce que c'est le même constat à l'intérieur du pays, Anna? La
réalité est tout autre en province, John. Mais il suffit d'écouter notre formidable radio partenaire Stop Congo pour s'en apercevoir. À l'intérieur du pays, qu'il s'agisse de Mujima, Matadi, Goma, ce sont plutôt, pour ne citer que ces villes-là, ce sont plutôt les candidats locaux que l'on entend, les députés provinciaux et nationaux qui sont en fait chez eux. Pour le moment, peu, voire pas d'éléments de campagne présidentielle à l'intérieur, les différents offices étant dans l'attente de moyens nécessaires au déploiement. Et il va en falloir des moyens pour parcourir un pays de 2 345 000 m², dont certaines poches sont insécures, comme au Kasaï, dans l'Ituri, ou au Nord Kivu. D'autres lieux sont quant à eux enclavés, difficiles à atteindre, comme dans le Kwilu. Les 15 355 députés nationaux et 19 000 députés provinciaux, sans oublier les 21 candidats à la présidentielle, n'auront donc pas trop de 30 jours, John, pour toucher les 40 millions d'électeurs à peu près, énumérés par la CENI. 40 millions d'électeurs, dont une bonne partie à Kinshasa, où vous vous trouvez. Comment réagissent les Kinois à ce lancement de campagne? Eh bien, côté population, pardonnez-moi cette expression, c'est pas trouver un autre moyen de résumer ce que les Kinois m'ont dit, c'est l'espoir prudent qui prévaut, qu'ils pensent pour la majorité ou pour l'opposition. Les nombreux électeurs auxquels j'ai parlé ont affirmé espérer que leur candidat va enfin résoudre les problèmes de chômage, d'éducation ou encore d'assainissement de la ville. Une chose est certaine, j'aime comme vous l'avez entendu ici à plusieurs reprises, et bandit. En lingala, ça veut dire c'est parti. Voilà, c'est parti et on va vous laisser partir. Anastasie Tudièche, correspondante de VO Afrique à Kinshasa. Déplaçons-nous tout juste à côté, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Le procès sur la mort de 13 jeunes dans un commissariat de police a été renvoyé au 6 décembre prochain suite à l'absence de l'État à l'audience. La partie civile a estimé que l'État, pourvoyeur des policiers mis en cause, doit comparaître. Maître Éric Yvonne Ibwanga a répondu aux questions de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Sévérin. Il est établi dans cette affaire que l'État congolais est commettant. Ceux qui ont occasionné le préjudice subi par nos clients sont des préposés de l'État. On ne peut pas commencer l'instruction à la barre sans pourtant que le civilement responsable ne soit représenté. C'est pour cette raison que nous estimons que pour une bonne administration de la justice, que l'État congolais comparaisse. Et vous avez cité également d'autres témoins, vous estimez des personnes clés. Oui, il y a des responsables au niveau de la police qui doivent comparaître, qui doivent déposer pour que les responsabilités soient établies. Au fur et à mesure que nous avancerons dans la procédure, nous citerons les noms des témoins et nous demanderons la comparution de certaines personnes pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Violence en RCA. Au moins 2 personnes ont été tuées et 6 blessées dans des combats survenus hier à Bangui entre 2 milices aux abords du PK5. Le PK5, poumon économique de la capitale centrafricaine, est souvent le théâtre de violences meurtrières. En octobre, 3 personnes y avaient été tuées. Ce quartier abrite aussi la majorité des musulmans de la capitale centrafricaine. 8 personnes sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une attaque qualifiée de terroriste survenue dans le village Toumour au Niger. Les personnes ciblées étaient des salariés de la société de forage française Foraco qui effectue sur place des forages pour alimenter en eau un camp de réfugiés. Dans un communiqué, l'entreprise a déploré la perte de 7 employés, tandis que la 8e victime est un fonctionnaire du ministère de l'Hydraulique. 5 autres personnes présentes dans le bâtiment ont été blessées, dont 2 grièvement. Léger réaménagement ministériel en Afrique du Sud. Il a été opéré ce jeudi par le président Cyril Ramaphosa après la récente démission du ministre de l'Intérieur et le décès de la ministre de l'Environnement. Ce remaniement que beaucoup attendaient intervient à 6 mois des élections générales, élections au cours desquelles l'ANC, le Congrès national africain, tentera de conserver le pouvoir qu'il contrôle depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving, une fête célébrée à travers les États-Unis. Traditionnellement,
La plupart des familles américaines la passent en famille, appréciant un repas de fête et exprimant de la gratitude les uns envers les autres. Mais il y a des milliers de familles qui ne peuvent pas se permettre un repas traditionnel de Thanksgiving. Gardant à l'esprit les moins fortunés, la Fondation Amity de Detroit, dans le Michigan, organise chaque année la collecte et la distribution de dindes, de légumes et de fruits aux familles nécessiteuses de la communauté. Aftab Borka de VOA nous en dit plus. Le récit est d'Arzouma Compaoré. Fouad Zaban, son fils Mohamed, âgé de 14 ans, ainsi que 200 autres volontaires préparent près de 1200 repas qu'ils iront ensuite partager dans les différents quartiers de Détroit. Pour Zaban, ce n'est pas seulement une responsabilité morale, c'est aussi une occasion pour donner l'exemple à ses enfants. Honnêtement, je veux qu'ils soient conscients du fait qu'il y a des gens moins fortunés que nous, qu'avec tout ce que nous avons, nous sommes bénis. Je veux qu'ils apprennent à aider les nécessiteux et les autres. En gros, l'islam enseigne cela et je pense que toutes les religions le font. La fondation Amity d'Ahmad El Sayat a lancé cette collecte de nourriture il y a plus de 7 ans. Peu importe notre base religieuse ou nos croyances, nous sommes tous ici en tant qu'Américains, Arabes-Américains, Afro-Américains. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous ensemble comme une seule et même communauté. Dearborn, dans le Michigan, abrite des milliers d'Arabo-Américains. Les habitants de la région l'appellent la capitale musulmane des États-Unis. Beaucoup d'entre eux partagent les vues d'El Sayed. En tant que musulman américain, je suis très reconnaissant de ce que Dieu m'a donné et de ce que ce pays m'a donné. Quelle meilleure façon que de redonner à votre propre communauté et de tendre la main aux démunis, non seulement aux musulmans, mais aussi les non-musulmans. Et cela est un sentiment pour lequel chaque Américain peut être reconnaissant. D'une fête à une autre, alors que les États-Unis célèbrent Thanksgiving, le Vatican, lui, se prépare pour Noël. Le traditionnel sapin de Noël a été installé sur la place Saint-Pierre à Rome ce jeudi. Il vient du nord-est de l'Italie, un sapin rouge qui deviendra le traditionnel arbre de Noël de ce lieu emblématique du catholicisme. Des touristes se disent très privilégiés de voir ce magnifique sapin de Noël. L'arbre s'illuminera avec un éclairage à base de consommation d'énergie, donc à partir du 7 décembre. Nous vous l'annoncions en titre. La fonction publique est en grève ce jeudi en Tunisie, un mouvement de grève qui aurait été suivi à près de 98%. D'après les syndicats, c'est la première fois depuis 2013 que la Tunisie vit une grève de cette ampleur. Les fonctionnaires ont suivi massivement l'appel de la centrale syndicale UGTT pour réclamer des augmentations salariales. Les transports publics continuaient à fonctionner, mais les ministères, hôpitaux et autres administrations étaient paralysés. Nous aurons peut-être, est-ce qu'on a Mabrouka Kedir en ligne? Non. Nous aurons cet élément certainement dans nos prochaines éditions. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Suite de notre série sur les adoptions interraciales. Ce jeudi, nous verrons comment la couleur de la peau peut influencer les résultats scolaires. Nous irons également au Nigeria, une destination touristique à découvrir et que les agences de voyage sur place tentent de promouvoir. En sport, il ne chaussera plus les crampons, c'est confirmé. Didier Drogba arrête sa carrière de footballeur 20 ans après ses débuts en tant que professionnel. Et on commence par la santé. Chaque année, au mois de novembre, on célèbre la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis qu'ils ont été découverts, les antibiotiques constituent la pierre angulaire de la médecine moderne. Néanmoins, l'utilisation répétée de manière excessive ou à mauvais escient des antibiotiques chez les humains et chez les animaux a entraîné l'émergence et la diffusion de la résistance aux antibiotiques. Pour en parler, accueillons le docteur Konstantin Chienkou. Il est médecin généraliste. Il exerce dans l'État de Virginie, ici aux États-Unis. Docteur Chienkou, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques a été célébrée du 12 au 18 novembre dernier. Qu'entend-on par bon usage des antibiotiques? Là, on parle de, n'est-ce pas, bon usage des antibiotiques lorsque les antibiotiques sont prescrits pour des infections spécifiques. Lorsque nous utilisons les antibiotiques, n'est-ce pas, pour combattre des bactéries qui produisent des effets néfastes, n'est-ce pas, dans l'organisme humain. Nous ne devons pas utiliser les antibiotiques pour des autres usages comme les infections virales ou des grippes. Alors, les spécialistes révèlent que de plus en plus, l'on enregistre des cas, on va dire, de résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire que ces antibiotiques n'ont plus d'effet sur certains patients. Qu'est-ce qui explique cette résistance? La résistance aux antibiotiques est très simple. C'est ce qu'on appelle survivre. Les antibiotiques essayent de survivre, sinon ils seront extincts. Ils vont finir, il n'y aura plus d'antibiotiques. Tout animal cherche moyen à survivre. Alors, l'antibiotique va exploiter, n'est-ce pas, les faiblesses ou les mécanismes par lesquels les médicaments fonctionnent, n'est-ce pas, pour contourner ces fonctionnements. La résistance d'un antibiotique est d'abord naturelle. Ça veut dire que quoi? Si chaque jour on vous soumet au même problème, vous allez toujours chercher une solution. Alors, que fait l'antibiotique? Que fait la bactérie quand il trouve un antibiotique? La manière dont les médicaments entrent dans la bactérie, c'est par la paroi, la membrane paroissiale. Ouais. Alors, le premier mécanisme de résistance, c'est de changer la perméabilité de cette membrane. Alors, la deuxième chose que la bactérie fait, c'est qu'elle produit aussi des enzymes qui peuvent détruire la molécule fonctionnelle de l'antibiotique. Et le troisième moyen, c'est qu'il y a les protéines que les antibiotiques attaquent de manière préférentielle. La bactérie va modifier ou muter ces protéines-là. Alors, j'ai une autre question pour vous. Comme beaucoup d'Africains et ONG de la diaspora, il vous arrive de faire des dons de médicaments et notamment d'antibiotiques en Afrique. Comment vous assurez que les antibiotiques que vous offrez sont bien utilisés? Merci, c'est une très bonne question. Avant de parler de ça, j'aimerais dire que l'antibiotique a été une découverte vraiment salvatrice. Avant 1942, lorsque M. Alexander Fleming avait découvert la pénicilline, si vous avez une infection comme une pneumonie, ou bien vous avez une blessure de guerre, c'était comme une condamnation à mort. Mais depuis la découverte
de la pénicilline, l'espérance de vie est passée de 50 ans à près de 80 ans. On a gagné 30 ans à cause des antibiotiques. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Merci. Lorsqu'elle est dans les bonnes mains, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nous amenons nos produits, surtout les antibiotiques en Afrique, il faut chercher des centres de santé où il y a des personnels compétents. Des personnes qualifiées. Donc, merci au docteur Constantine Chenko d'avoir été avec nous. Nous poursuivons notre série consacrée aux adoptions interraciales ici aux États-Unis, plus précisément à ces familles blanches qui adoptent des enfants noirs. Enseignante à l'école primaire, Stéphanie Poole est aussi la mère adoptive de 3 enfants noirs. Avec le temps, elle a compris combien la couleur de la peau changeait la perception des professeurs face à un même comportement ou influençait les résultats scolaires. Voyons cela dans ce reportage de Claire Morin-Gibourg. Une de mes meilleures amies m'a dit, Timmy vient de dire qu'elle ne veut pas être ton amie parce que tu es noire. Ça me met en colère et je veux juste quitter la classe parfois et même partir de l'école. C'est le comportement dont je parlais. Elle a été plusieurs fois punie pour avoir quitté la classe, alors que certains enfants dans sa classe la provoquaient sur la couleur de sa peau. Nyara est la seconde fille de Stéphanie Poole. La famille vit à Seattle, dans l'État de Washington. Stéphanie est enseignante de CM1 dans une école publique. Depuis qu'elle est maman, elle a mieux compris comment la race peut influencer la perception du comportement ou des résultats scolaires d'un élève. Elle le sait car elle l'a déjà vu avec son fils. Carter a déjà intériorisé cela et il m'a dit « Je ne veux pas être noir ». Et c'est une chose terrible d'entendre votre fils dire qu'il ne veut pas être qui il est. Comme Nyara, Carter souffre d'un trouble déficitaire de l'attention et de traumatisme. Un psychiatre scolaire l'a évalué et a déclaré qu'il avait tendance à être violent, agressif et perturbateur. Stéphanie a insisté pour que ces qualificatifs soient retirés de son carnet scolaire. Je me suis rendue à l'administration et j'ai demandé à ce que ce soit retiré de son dossier scolaire, car cela le qualifie comme délinquant juvénile. Comment pouvez-vous qualifier de violent un garçon de 6 ans? Nicolas Zill est un chercheur spécialisé en psychologie à Washington. Il est le co-auteur d'une étude qui porte sur les résultats scolaires des enfants adoptés. Il existe de nombreuses recherches sur le sujet qui montrent que les enfants adoptés sont plus susceptibles d'avoir des problèmes d'apprentissage et de comportement que les autres étudiants. Ce qui est frappant, c'est que la majorité des enfants adoptés ont souvent des problèmes de comportement en classe et qu'ils ont des difficultés à s'entendre avec les autres enfants. Et cela a un taux plus élevé que les enfants biologiques. Enseignante et maman, Stéphanie sait que certains enfants rencontrent des difficultés à l'école. Mais pour elle, le système éducatif est la principale cause du problème. Si vous regardez le programme scolaire ou les livres, ils sont tous empreints de culture blanche. Tout ça désavantage les enfants de couleur tout au long de leur scolarité. La chercheuse Constance Lindsay a fait partie d'une équipe ayant analysé les données de plus de 100 000 élèves noirs en primaire et secondaire. Le constat, les élèves ayant eu au moins un professeur noir ont de meilleurs résultats scolaires. Pour Constance, les professeurs jouent le rôle d'un modèle, notamment pour les familles défavorisées. Si vous grandissez dans un environnement où personne n'a fait d'études secondaires, mais qu'à l'école, vous avez un professeur noir, c'est pour vous un signal que vous pouvez le faire aussi. Et si vous avez un enseignant blanc qui n'est pas formé à la compétence culturelle et à la diversité, cela peut être préjudiciable pour les élèves. Stéphanie affirme que ses enfants se sont épanouis depuis qu'ils ont quitté leur école de quartier pour intégrer la Highline School District où elle enseigne, et où le personnel est formé à l'équité raciale.
Et maintenant, place au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, Didier Drogba dit stop au football. Bonsoir à vous, amis sportifs, et bonsoir à vous également, John. Vous le disiez en titre, il l'a confirmé. Didier Drogba arrête sa carrière de footballeur. L'ancien international ivoirien met un terme à sa carrière à 40 ans. Après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine, j'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial, a écrit Didier Drogba. Sur son compte Twitter, Drogba justement a débuté sa longue carrière professionnelle en 1998 au club français de Mans. Il est passé par Guingamp, Marseille, Chelsea en Angleterre, Shanghai en Chine et Galatasaray en Turquie. Par la suite, il a débarqué en MLS ici aux États-Unis avec l'Impact Montréal avant de rejoindre Phoenix en 2e division américaine, club dont il est actionnaire. Avec 65 buts en 104 sélections, eh bien, Didier Drogba est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui l'a conduite à 3 phases finales de Coupe du Monde en 2006, en 2010 et 2014 et 2 finales perdues de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 et 2012. Sadio Mané a remporté pour la 5e fois consécutive le Ballon d'Or sénégalais décerné par l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise. Buteur lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, perdu 1-3 contre le Real Madrid. L'ailier de Liverpool a formé un duo de feu avec l'Égyptien Mohamed Salah. Avec 296 points, il a dévancé le Napolitain Kalidou Koulibaly, 251 points, et le Bordelais Youssouf Sabaly. Et puis, l'attaquant burkinabé de l'Olympique lyonnais n'a pas du tout digéré le fait qu'il ait été écarté lors de la rencontre contre Guingamp avant la trêve internationale. Il n'est pas le seul à être passé à travers, mais de là à ne pas être dans le groupe, il a été déçu car ça arrive d'être moins bien et en plus, on ne lui a pas donné d'explication, a confié son frère Alain Traoré dans les colonnes de l'équipe. Bertrand est auteur de 12 matchs et 4 buts en Ligue 1 cette saison. Lyon affronte Saint-Étienne demain dans un derby et ses fans espèrent le voir dans le groupe de Bruno Genesio. Voilà donc pour les sports, John. Merci Yacouba, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente fête à tous ceux et à toutes celles qui fêtent Thanksgiving, surtout ici aux États-Unis. Bonsoir.